Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. En Tchéquie, les inégalités salariales entre femmes et hommes sont toujours une réalité, mais la Tchéquie s'efforce d'adapter sa législation à la réglementation européenne. On en parle en début d'émission avant d'inaugurer le premier épisode de notre nouvelle série consacrée aux plus belles bibliothèques historiques du pays. On se penchera ensuite sur le marché de l'art contemporain en Tchéquie en seconde partie d'émission, mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie d'Alexis Rosenzweig. Les informations. La Tchéquie s'est jointe à l'initiative de plusieurs pays de l'Union européenne qui plaident pour un durcissement des règles de délivrance de visa aux anciens et actuels soldats russes cherchant à entrer dans l'espace Schengen. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre Andrej Babiš. Ce mardi à Bruxelles, le sommet de l'Union européenne devrait examiner cette question jeudi. Selon les auteurs de la lettre, qui sont les premiers ministres de l'Estonie, de la Finlande, de la Pologne, de la Lettonie et de la Suède, ainsi que les présidents de la Lituanie et de la Roumanie, ainsi que le chancelier allemand, dans la lettre, les anciens et actuels militaires russes pourraient représenter une menace pour la sécurité des États membres, ainsi que pour l'espace Schengen dans son ensemble, peut-on lire dans cette missive. Le groupe Agrofert, fondé par l'actuel Premier ministre tchèque Andrej Babiš, prépare des investissements de 120 millions d'euros dans 2 de ses entreprises dans le land allemand de Sachsen-Anhalt. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement régional allemand dans un communiqué publié après la visite mardi à Prague du ministre-président de ce land allemand, Sven Schulze. Lors de son déplacement en Tchéquie, Schulze a rencontré, outre des représentants d'Agrofert, ceux du groupe EPH de Daniel Křetínský, ainsi que le chef du gouvernement, Andrej Babiš. Le tribunal d'arrondissement de Prague 4 a interdit par une mesure provisoire la diffusion télévisée du film Sbormister, Broken Voices en anglais, pour une diffusion télévisée en Tchéquie. L'information a été communiquée à l'agence ČTK par Ivan David, avocat d'une femme ayant intenté une action en justice contre les producteurs de ce long métrage. Dans cette histoire inspirée de l'affaire du chef de chœur du groupe Bambini di Praga, Bohumil Kulinski, condamné pour abus sexuels sur des mineurs membres du chœur, la plaignante s'est reconnue comme l'une des victimes. Elle affirme que le film a porté atteinte à ses droits. On passe au sport avec du basket et les basketteuses tchèques qui se sont qualifiées pour le championnat du monde de septembre à Berlin. Malgré une lourde défaite contre la Belgique 50-93, elles ont été aidées par la défaite du Brésil lors du dernier match du groupe A à Wuhan face à la Chine. Les joueuses de la sélectionneuse Romana Ptachkova ont ainsi terminé à la 4e place qualificative. Elles présentent le même bilan, 2 victoires et 3 défaites que le Mali et le Brésil, mais le classement a été déterminé par la différence de points dans les confrontations directes. Toujours du basket avec les basketteurs du club tchèque de Nymburk qui ont remporté mardi soir le match décisif de la 6e journée de la phase des 8e de finale de la Ligue des Champions sur le parquet de Gran Canaria 92-82 et se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale pour la 2e année consécutive de cette Ligue des Champions. Ils ont pris leur revanche sur la défaite subie à domicile 64-67 et grâce à un meilleur bilan particulier, ont terminé 2e du groupe L devant leur adversaire. Le club de Bohême Centrale atteint ainsi le top 8 de cette compétition prestigieuse pour la 4e fois. Un mot encore pour vous dire que le drapeau ukrainien a été projeté mardi soir sur la façade du musée de l'art d'Olomouc en Moravie par un groupe d'environ 20 personnes pour protester contre le retrait du drapeau d'Ukraine du bâtiment lundi sur recommandation du ministre de la Culture Otto Klempir. Lundi, Otto Klempir avait déclaré que le ministère n'avait pas émis d'interdiction générale d'arborer des drapeaux ukrainiens sur les bâtiments des institutions publiques. Il s'agit seulement d'une recommandation visant à maintenir le marquage standard des bâtiments des institutions publiques. Les organisations financées par l'État doivent représenter l'État dans son ensemble et préserver une neutralité institutionnelle. C'est pourquoi la norme est d'afficher avant tout les drapeaux de la Tchéquie et de l'Union européenne, a indiqué le ministre de la Culture. Et puis la météo pour terminer avec 12 degrés pour les maximales et un ciel partiellement dégagé. Ce sont les prévisions pour le temps à Prague ce jeudi 19 mars.
Radio Prague International, le programme francophone. Afin de lutter contre les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, de l'ordre d'environ 17% quand même en Tchéquie, une directive européenne sur la transparence salariale a été adoptée en mai 2023. Les pays de l'Union européenne ont jusqu'au 7 juin prochain pour la transposer dans leur législation, un délai que la République tchèque devrait pouvoir tenir, comme nous l'explique Guillaume Larguet. En République tchèque, comme ailleurs au sein de l'Union européenne, les principes d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes devraient évoluer à compter du 1er janvier 2027. C'est du moins ce que prévoit la directive européenne sur la transparence salariale qui sera transposée dans le Code du travail tchèque par un amendement du ministère du Travail et des Affaires sociales. Selon le ministre Aleš Juchelka, qui a présenté le texte lundi dernier, cet amendement qui sera présenté au gouvernement en avril prochain ne reprendra que les dispositions de l'Union européenne et le ministère n'entend y ajouter aucune règle supplémentaire. Adoptée le 10 mai 2023, la directive en question, qui vise donc à réduire les inégalités salariales hommes-femmes en imposant une transparence accrue sous peine de sanctions financières, prévoit par exemple, et comme l'a rappelé Aleš Juchelka, que les employeurs seront tenus de communiquer aux candidats le montant minimum de la rémunération avant leur embauche et la signature du contrat de travail. Le projet prévoit également une collecte de données sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Si cet écart atteint 5%, des mesures de correction devront être prises. Par ailleurs, les salariés auront le droit de demander des informations sur leur rémunération et sur la rémunération moyenne dans un groupe de professions comparables en fonction du sexe. Aleš Juchelka a confirmé que le ministère, après concertation avec les organisations patronales et syndicales, avait opté pour, je cite, une approche minimaliste pour rédiger la première version de cet amendement, ce qui, autrement dit, signifie que les normes européennes seront respectées avec l'idée d'éviter d'imposer aux employeurs une charge administrative qu'il a lui-même qualifiée d'inutile. Une volonté de se contenter d'intégrer dans l'amendement les dispositions de la directive européenne sans envisager d'aller plus loin dans la réglementation dont s'est félicité le président de la Chambre de commerce, Zdeněk Zajíček. De notre côté, nous nous efforcerons de suivre l'ensemble du processus législatif, précisément pour éviter que des modifications ne soient apportées en cours de route et faire en sorte que la charge imposée aux employeurs soit réellement la moindre possible. Sur ce point, il est d'ailleurs à noter que malgré l'entrée en vigueur prévue de l'amendement en 2027, les entreprises et les institutions ne seront tenues de déclarer leurs revenus qu'à partir de 2028 et ce, uniquement les plus grandes. Celles de plus petite taille seront soumises à cette obligation progressivement par la suite. Au-delà du droit à l'information des salariés, la directive européenne prévoit également que les entreprises ne pourront plus demander aux candidats à un emploi de leur indiquer leurs revenus antérieurs. De même, elles seront tenues de communiquer à ces derniers la rémunération proposée ou au moins une fourchette dans les offres d'emploi ou avant le premier entretien, comme l'a également souligné le ministre du Travail et des Affaires sociales, Aleš Juchelka. Les candidats auront ainsi dès le départ une idée plus précise de la rémunération à laquelle ils peuvent s'attendre. Les employeurs devront mettre en place un système de rémunération objectif et non discriminatoire, fondé sur des critères clairs tels que la complexité du travail, le niveau de responsabilité ou la pénibilité de la tâche. En République tchèque, selon les données d'Eurostat, les femmes gagnent en moyenne 1/6 de moins que les hommes. Et ce, bien que le principe d'égalité de rémunération figure déjà dans l'ordre juridique national. Concrètement, le montant du salaire brut mensuel moyen s'étant élevé à un peu plus de 49 000 couronnes, soit environ 2010 € en 2025. Cela signifie que les femmes tchèques ont eu droit à une rémunération inférieure d'un peu plus de 8 000 couronnes, soit environ 330 € à celle des hommes.
Selon les documents dont dispose cette fois le gouvernement, les femmes occupant des postes équivalents dans le secteur privé gagnent en moyenne 10% de moins que les hommes pour un travail comparable et 5% de moins dans le secteur public. Plus généralement, et là aussi malgré une stratégie globale que les différents gouvernements ne parviennent toutefois pas à mettre en œuvre efficacement sur la durée, la République tchèque fait régulièrement figure de mauvais élève en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, comme le confirme d'ailleurs la faible représentation féminine sur la scène politique, tant au sein du gouvernement qu'au Parlement, ou le fait que jamais encore dans l'histoire du pays, une femme n'ait occupé les fonctions de première ministre ou de présidente de la République. Dans la dernière édition 2025 du rapport mondial sur l'écart entre les femmes et les hommes, un rapport publié chaque année par le Forum économique mondial, la République tchèque occupait ainsi également une bien peu flatteuse 102e place parmi les 148 pays classés. C'est une des plus belles et des plus importantes bibliothèques historiques au monde que nous allons vous faire découvrir. Aujourd'hui, elle se trouve dans le quartier de Strahov, non loin du château de Prague, au cœur du plus ancien monastère prémontré en pays tchèque. Magdalena Hrzinkova l'a visité. Fondée en 1143 sur le versant ouest de la colline de Petřín par l'évêque de Olomouc Jindřich Zdik et le roi Vladislav II, le monastère pragois avait alors accueilli la première communauté de prémontrés venus de Steinfeld en Allemagne. La bibliothèque faisait partie intégrante du monastère depuis ses origines, mais nous ne savons rien sur son emplacement au Moyen-Âge. Les 2 salles actuelles de la bibliothèque ont été construites à l'époque baroque et classique. C'est d'abord la salle de théologie, Theologický sál, qui a vu le jour dans les années 1670. Elle a été construite au-dessus des salles romanes à l'initiative de l'abbé Jérôme Irnheim, œuvre de l'architecte italien Giovanni Domenico Orsi. La salle est décorée de fresques réalisées par Siart Nosecki, peintre et frère prémontré. Toute une partie de la salle théologique est réservée aux différentes éditions de la Bible, dont de nombreuses langues. On y trouve également un objet rare appelé en tchèque kompilační kolo. La guide Ivana Tavares nous explique la fonction de cette étrange roue à livres. Kompilační kolo je takový unikátní kousek nábytku. C'est un meuble unique et précieux qui date de 1679. Son nom vient du latin compilare. Cette invention était utilisée pour étudier et, comme son nom l'indique, compiler des textes. La roue permet de changer de livre par simple effet de rotation et de consulter donc plusieurs ouvrages à la fois. La roue a également servi à la rédaction du premier catalogue de cette bibliothèque. La salle de théologie ne suffisant plus aux besoins de la communauté des prémontrés, l'abbé Václav Mayer a fait construire à la fin du XVIIIe siècle une 2e salle de bibliothèque appelée aujourd'hui la salle de philosophie, Filozofický sál. Cette salle, œuvre de l'architecte Ignác Jan Pagliardi, compte parmi les plus grandes bibliothèques d'Europe. Elle mesure 35 mètres de long et environ 10 mètres de large. La bibliothèque culmine à une hauteur incroyable de 14 mètres, les étagères les plus hautes se trouvant à 12 mètres et étant accessibles par 2 escaliers cachés. La fresque monumentale qui couvre le plafond et retrace l'évolution spirituelle de l'humanité a été réalisée par le peintre autrichien Anton Maulbertsch. Il s'agit par ailleurs de la plus grande peinture de plafond en un seul tenant d'Europe. Une autre particularité de la salle philosophique est le parquet d'origine particulièrement bien conservé. Il a été réalisé, dit-on, sans utiliser de colle ni de clous. La salle, qui abrite plus de 42 000 ouvrages, contient un grand nombre de livres rares, avec notamment un fonds légué par Marie-Louise d'Autriche, la seconde épouse de Napoléon Bonaparte, précise encore Ivana Tavares.
Ona byla členem habsburské dynastie a často v Praze pobývala. Marie-Louise séjournait souvent à Prague. Même ici, dans ce monastère, comme elle s'y sentait très bien, elle a offert au monastère ce meuble, conçu par elle-même et réalisé en France par des fabricants d'instruments de musique. C'est effectivement une armoire de bibliothèque dont les formes sont inspirées d'instruments de musique. Tout est original, même le verre. Mais évidemment, ce sont avant tout les livres qui ont constitué le don de l'impératrice. On y trouve notamment le premier catalogue du musée du Louvre ou encore des inventaires des biens royaux à travers toute la France. Soupisy královských majetků po celé Francii. Tady je spousta knih ve francouzštině, tady v knihovně je vlastně... Par ailleurs, la bibliothèque de Strahov abrite de nombreux autres livres en français. L'encyclopédie de Diderot, par exemple. On trouve ici au total 300 000 ouvrages rédigés en 23 langues différentes, dont l'arabe ou l'hébreu. Les langues les plus représentées ici sont le latin, le grec, l'allemand et le tchèque. Potom jsou tady vesměs skoro všechny ty významné evropské jazyky. Les 2 salles historiques de la bibliothèque sont accessibles aux visiteurs uniquement depuis le pas de la porte, mais vous pouvez les découvrir de près grâce à une vidéo publiée sur notre site. Nous vous y présentons les ouvrages les plus précieux de la bibliothèque de Strahov, sans oublier son cabinet de curiosités, précurseur des expositions muséales ou encore son exposition de globes terrestres et célestes. Sur un des quais de Prague, la galerie Untitled Art s'efforce de faciliter l'accès des collectionneurs à des œuvres d'art. Derrière ce projet, Martina Zátorská, que sa passion pour l'art a conduite à faire des études à la Sorbonne et qui nous présente son travail. Je suis galeriste à Prague. Je passais une partie de ma vie à Paris, en France. Depuis 12 ans à peu près, je suis de retour à Prague et puis pendant le Covid, j'ai commencé en fait j'ai créé ma compagnie qui aide à fonder des collections d'art. Alors je suis une galériste, mais je ne représente pas des artistes, je m'occupe plutôt des collectionneurs et je aide à donner un peu de sens aux collections d'art pour qu'il y a des œuvres de qualité. Vous dites justement que cette galerie, vous l'avez ouverte pendant le Covid. Enfin, vous avez lancé ça pendant le Covid. C'est pas un peu risqué pendant le Covid, justement ? Oui, c'est vrai que c'était pas le meilleur moment parce qu'en fait tout a été fermé. Mais ma galerie continue à être un peu fermée parce que c'est une galerie qui donne pas sur la rue. C'est une galerie qui se situe dans un appartement au premier étage d'un immeuble ancien sur les quais de Prague, avec la belle vue de Théâtre National et la fleuve de Vltava. Et du coup, je reste être un peu enfermée. Voilà, c'est un concept un peu particulier peut-être, contrairement aux galeries traditionnelles ouvertes, avec l'entrée de la rue. Et du coup, ça marche comment en fait ? C'est plutôt pour que justement les collectionneurs prennent rendez-vous avec vous parce qu'ils s'intéressent à votre expertise. C'est un peu ça l'idée en fait de cette galerie à moitié fermée ? Oui, c'est vrai que c'est sur rendez-vous. Il faut se rencontrer pour discuter parce que le travail est basé sur le dialogue avec le client. Il faut que je sache quelles sont ses préférences, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il cherche. Et à partir en fait de ces discussions-là, je peux commencer à chercher sur le marché et puis essayer de faire une stratégie pour fonder la collection, etc., etc. Voilà. C'est vraiment voilà. Et moi, je voyage énormément parce que je m'intéresse aussi à un marché international. Et du coup, je suis toute seule et je ne peux pas ouvrir au public de 9h à 18h. C'est pas possible, voilà. Comment est-ce que on attire justement ces collectionneurs Comment on se fait un nom finalement pour les attirer vers la galerie, vers cette expertise justement ? J'espère que je fonde ma réputation sur le fait que je reconnais en fait la qualité et j'essaie de retrouver sur le marché les meilleures œuvres d'art qui sont accessibles, qui sont
parce que les œuvres d'art, parfois c'est difficile à trouver. Et il faut chercher, puis il faut avoir des bons contacts. Et moi, j'ai créé mon réseau des contacts et j'essaie aussi de suivre ce qui se passe sur le marché, non seulement ici, mais aussi à l'étranger, pour justement retrouver les meilleures œuvres. Et je pense que c'est ça, c'est le focus sur la qualité. Avec le coup de pouce du bouche à oreille, quand même. Avec le coup de pouce de bouche à l'oreille, mais aussi le fait que le marché est petit aussi, c'est pas trop compliqué non plus. Il y a le marché tchèque, oui. Le marché tchèque, voilà, c'est relativement petit, alors les gens se connaissent. Justement, vos clients, c'est alors plutôt des collectionneurs tchèques qui vont venir chercher peut-être des œuvres que vous avez glanées ailleurs, des œuvres d'artistes étrangers, ou aussi des collectionneurs peut-être étrangers, peut-être des pays avoisinants, on va dire, qui peut-être cherchent des œuvres d'artistes tchèques. Ou c'est un mélange de tout ça? Je dirais que mes clients sont souvent sont étrangers, mais vivent à Prague. Ça, c'est, je pense que ça, c'est le profil le plus type. Après, j'ai aussi des clients tchèques qui cherchent simplement à s'orienter sur le marché, qui ne s'y connaissent pas et qui ont besoin de quelqu'un à qui s'appuyer pour se repérer, parce que ça peut être un peu compliqué. Puis c'est toujours bien de prendre quelqu'un, si vous commencez, vous ne connaissez pas tout, prendre quelqu'un qui vous aide à s'orienter sur le marché. Quand on pense justement à la scène artistique tchèque à l'heure actuelle, quels sont un peu les artistes phares aujourd'hui? Je voyais sur votre site internet notamment des noms comme, alors qui seront connus pour le coup de nos auditeurs et nos lecteurs, parce qu'on les a déjà eus sur notre antenne. Je pensais à Filomena Borecka ou Adam Vaccaš, mais évidemment d'autres noms, hein. Il y a aussi Josef Bolf, etc. Je pensais aux deux premiers parce que pour le coup ils sont en plus francophones, ils sont un peu à cheval entre la Tchéquie et la France et ailleurs. Quels artistes tchèques justement aujourd'hui sont un peu recherchés, on va dire, par les collectionneurs? C'est vrai, vous avez mentionné les artistes comme Josef Bolf. Je pense que ça, c'est un artiste qui est bien recherché sur le marché. Il y en a plein, mais je n'aime pas trop donner les noms parce que justement, je essaye de travailler avec les collectionneurs de manière qu'ils trouvent leur chemin, leur voie, et qui n'ont pas forcément de suivre en fait des trends, les modes. Je préfère de parler aux gens, de voir ce qu'ils aiment, ce qui leur convient en tant qu'esthétique, et à partir de ça, en fait, on peut rechercher la qualité, mais pas forcément en fait ce qui est recherché. En fait, justement, c'est le contraire. Parfois, il vaut mieux de chercher ce qui n'a pas été encore ce qui n'a pas été encore exploré par le marché, qui reste peut-être un peu dans le coin, parce que la Tchéquie, l'art tchèque, cette convénience ou cet avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont sous-estimés encore, qui ne sont pas connus ou qui sont connus très peu, mais ça ne parle pas de la qualité de leur travail. Voilà, on a beaucoup d'artistes de haute qualité, mais qui restent et qui travaillent tranquillement chez eux et qui peut-être n'ont pas la cote comme Josef Bolf, mais la qualité, oui. Quand on parle d'artistes tchèques, pour le coup, connus, anciens, on remarque quand même que ces dernières années, par exemple, on entend régulièrement des informations sur telle vente aux enchères, avec des tableaux de type Kupka, Brummel-Kubishta, Toyen, qui se vendent en fait à des sommes astronomiques. C'est assez incroyable par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. Qu'est-ce que ça dit, ça, en fait, sur ces ventes aux enchères spécifiques, vraiment avec des sommes très, 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 très importantes? Qu'est-ce que ça dit sur le marché de l'art tchèque actuel?
Si on parle de Kupka ou Toyen, c'est vrai que ces deux artistes ont eu la réputation un peu internationale. Et Kupka est aujourd'hui bien considéré comme un des pionniers de l'art abstrait. Et ses prix ont flambé. Et c'est vrai que le marché est surtout en Tchéquie, mais pas seulement. En fait, Kupka se vend bien aussi aux États-Unis, en France, en Suisse. Enfin, vous avez d'autres marchés qui cherchent et recherchent constamment les œuvres Kupka qui sont rares, qui sont très rares et difficiles à trouver. C'est aussi ça qui fait flamber après le prix aux enchères. S'il y a un Kupka, un vrai, parce qu'après il faut se distinguer aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux sur le marché apparemment. Si alors il y a un vrai, il y a ça peut, le prix peut bien flamber à cause du fait qu'il n'y en a pas assez sur le marché et que c'est considéré internationalement comme un des pionniers de l'art abstrait. Et c'est toujours lié en fait au fait que les artistes qui ont réussi au niveau international et sont acceptés par les institutions comme par exemple le musée de l'art moderne de Paris ou d'autres... Voilà, comme c'était le cas de Toyen, ça fait effectivement monter le prix et l'intérêt du marché. Est-ce que quand vous observez la scène artistique tchèque contemporaine, est-ce que parfois vous vous dites tel artiste qui n'est pas très connu aujourd'hui, lui il a un potentiel, peut-être pas maintenant, mais dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, justement, peut-être pas à la hauteur de Kupka, mais on ne sait jamais. Est-ce que parfois vous avez comme ça cette espèce d'éclair qui traverse votre esprit en vous disant celui-là, ça viendra un jour? Bah oui, bien sûr. C'est vrai que le marché tchèque est petit, alors du coup on peut effectivement faire le pari qui sera le futur Kupka ou qui sera, ou la future Toyen. Le futur Toyen. On peut faire le pari, mais on n'a pas la boule de cristal pour lire le futur. Et si on avait une, on aurait profité du fait qu'on serait le futur, mais on ne le sait pas. Et du coup, effectivement, c'est toujours un peu la recherche de futurs Kupka ou futurs Mucha ou futurs Toyen. Mais même eux, ils étaient jeunes à un moment donné. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut acheter au moment où... il vaut mieux acheter au moment où ils sont jeunes et encore pas de cette réputation, ces niveaux-là, parce que effectivement, les prix sont plus accessibles. Alors, mais c'est un plus grand risque voilà. Mais ça fait partie du jeu, je pense, quand vous lancez dans la passion de collectionner l'art, c'est bien de cultiver en fait la vue et puis l'esprit de façon que vous êtes vous-même capable de se dire oui, je crois à cet artiste-là à point que je vais l'acheter et je vais le soutenir, par exemple, s'il est encore vivant, etc. etc. Vous avez comme ça des collectionneurs qui soutiennent spécifiquement tel ou tel artiste en achetant plusieurs œuvres régulièrement? Oui, ça existe. C'est vrai que c'est moins une forme d'investissement que soutien. Et je pense qu'il y a des collectionneurs comme ça. Et je pense que c'est très important pour faire vivre en fait les jeunes artistes, pour les encourager à créer et de leur donner en fait, faire savoir que leurs œuvres sont appréciées. C'était la galeriste tchèque pragoise même, Martina Zátorská. C'est ainsi que s'achève notre émission. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur X et sur Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.